Quand on parle d'hormèse, on parle juste du vivant. Tu mets une contrainte plus fort, il va s'adapter. Donc choisis bien ta contrainte pour créer l'adaptation qui va te convenir en fait. Pierre Dufraisse, je suis auteur, je fais des conférences, je dirige le centre de l'hormèse qui forme les entrepreneurs du soin et de l'imperformance. Si le système musculaire a récupéré, vous avez peut-être des douleurs au niveau du coude, des genoux ou des chevilles. Ça c'est un signal que vous avez trop chargé la mule. Triathlètes les meilleurs au monde et tu leur mets un cadre familial idéal. Tu les fais dormir 9 heures par nuit. Tu leur mets somme maximale d'argent sur leur compte bancaire. J'aimerais bien voir comment ils récupèrent. Je pense que l'intra est sous-coté. Un effort aussi long, c'est constamment dire au corps et à l'esprit, on est en stress fort. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots? Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Pierre Dufraisse. Je suis père de famille depuis un peu plus de 6 mois. Et ça me tient vraiment à cœur, puisque ça donne un sens et une profondeur au cadre dans lequel j'évolue. Au-delà de qui je suis, il y a ce que je fais. Et ce que je fais, essentiellement, c'est écrit sous moi, là, c'est Centre de l'Hormèse. Je dirige ce centre de formation dont tu fais partie, et c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous, parce que c'est vrai que j'ai une attirance particulière pour les sportives et les sportifs, étant moi-même grand féru d'entraînement. Je vais dire entraînement tout court, c'est-à-dire utiliser son corps et son esprit et les mettre à rude épreuve pour essayer de déceler dans les zones d'ombre qu'est-ce qui se cache de nous-mêmes, et explorer nos potentiels, comme dirait notre ami David Nicolas. Donc oui, voilà, je dirige ce centre de formation qui forme les entrepreneurs du soin et de l'imperformance. J'ai mis longtemps à le formuler, ça, parce qu'avant, je disais, ça forme des thérapeutes, ça forme des coachs, ça forme le corps médical non conventionné. Et en fait, ça m'allait pas. Il me manquait un truc, c'est le côté entrepreneur. C'est-à-dire, il y a une éthique on s'autonomise. On devient acteur. Il n'y a plus de différence entre vie personnelle et professionnelle. On devient un acteur de sa vie, point barre. Et ça c'est très important pour moi. Et comme tu le sais, et comme tu as dû déjà le comprendre, il y a un truc différent avec les autres centres de formation au centre de l'Hormèse, c'est que j'impose une éthique. Là où les autres vont vous enseigner des techniques, moi, je vais en plus y ajouter la philosophie et les valeurs, qui sont chères à mon cœur, qui sont humanistes et qui sont très inspirées du stoïcisme. Donc ça me prend une grande partie de mon temps. Au-delà de ça, je suis auteur de plusieurs livres. Le guide de l'Hormèse a été publié aux éditions Très Daniel, donc vous le trouvez dans les librairies à travers le monde. Et pas mal de bouquins qui sont parus, en cours de parution, et qui sortiront prochainement. Être auteur, c'est quelque chose qui m'inspirait depuis très longtemps, mais que je ne réalisais pas parce que j'écrivais que pour moi et je ne publiais pas. Et de l'année 2024-25, donc, c'est vraiment marqué par l'apparition des livres. Donc voilà, je dirige le centre de l'Hormèse, je suis auteur, je fais des conférences et c'est déjà pas mal. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est déjà un gros morceau, ouais. Et il y a aussi un principe qui t'est cher, c'est l'hormèse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le principe d'hormèse, et puis après on va voir comment on peut l'appliquer au triathlon et à l'Ironman? Avec plaisir. En fait, ceux qui pratiquent le triathlon, l'Ironman ou toute forme d'entraînement connaissent ce principe. C'est le principe de surcompensation positive. C'est-à-dire, je vais, entre guillemets, choquer l'organisme. Je vais créer un stress interne afin de renforcer une qualité athlétique. Par exemple, l'endurance, la force, la VO2 max, l'hypertrophie. En fait, je veux que le point d'arrivée dépasse le point de départ. Qu'on surcompense. Okay. Et pour surcompenser, il faut mettre sous tension, il faut stresser. Donc, il faut trouver la juste dose. Ben, ça, c'est vraiment le principe de Hormèse, en fait. D'un point de vue un peu plus développement personnel, c'est l'espoir, pour moi. C'est très synonyme d'espoir, parce que ça veut dire qu'on peut tous se transformer. Si on se fixe un objectif, on peut tous dépasser notre propre condition actuelle. Donc, c'est vraiment l'exact opposé du fatalisme. Du genre, je suis comme ça, je suis né comme ça, la vie, elle est dure, et on s'arrête là. C'est vraiment, moi, ce sentiment de fatalisme qui m'insupporte le plus. Et l'Hormèse, ça redonne de l'espoir. On peut tous, à notre niveau, même si vous avez 90 ans et que vous êtes alité, vous pouvez faire un truc qui est difficile et qui va créer une surcompensation positive, une amélioration. Donc l'Hormèse, on la trouve partout dans le vivant. En fait, quand on parle d'Hormèse, on parle juste du vivant. C'est-à-dire, il se comporte comme ça. Tu mets une contrainte plus fort, il va s'adapter. Donc choisis bien ta contrainte pour créer l'adaptation qui va te convenir, en fait, de ce que tu vises. Toi, ce serait, par exemple, faire un Ironman.
bon, bah, je vais choisir les bonnes contraintes en termes d'endurance cardiovasculaire, endurance musculaire, etc., pour pouvoir tenir tout le temps d'un Ironman. Donc, c'est exactement la même chose. Et moi, ce qui me passionne, c'est que ça s'applique et à l'esprit et aux émotions. C'est-à-dire, ça ne se contente pas du physique. Voilà. Prenez la parole. Si vous prenez la parole en public, c'est difficile, et que vous faites preuve de courage, et que vous montez sur scène prendre le micro, la fois d'après, ce sera beaucoup plus facile. Vous sentirez l'amélioration, parce qu'il y a eu un passif. Il y a eu une mise au challenge que vous avez relevé, et ça crée une amélioration. Donc, le principe de l'hormèse, il est vraiment émotionnel, il est vraiment spirituel à tous les niveaux, et relationnel aussi avec les autres. Et c'est pour ça que si on apprend à bien se connaître, on peut amadouer ce principe du vivant qui est universel pour faire de sa vie une œuvre d'art, comme j'aime le dire. Ouais, mais c'est vrai que ce principe, moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Et quand je l'ai découvert, c'est vraiment une trouvaille énorme, en fait, parce que moi, quand on s'est lancé le défi de faire l'Ironman avec mon grand frère et ma grande sœur, on n'avait rien comme qualité physique pour pouvoir réussir un Ironman. Tu vois, on s'est dit, on va faire 1 an de prépa, mais bon, on partait de vraiment zéro. Moi, je faisais 100 kilos, ancien rugbyman, mon frère ancien rugbyman, tout ça. Donc, tu vois, et en fait, avec ce principe-là, et si tu te connais toi, en fait, tu peux tout réussir, et c'est ça, moi, que je trouve vraiment exceptionnel, en fait. Ouais, bien sûr. Et tu vois, ça me fait penser quand on me raconte ce genre de choses, et que finalement, moi, je ne fais que mettre des mots sur ce que tout le monde vit au quotidien. On vit tous des épreuves dures, tu vois, la perte d'un proche, une blessure physique, une maladie, une rupture amoureuse. Enfin, on connaît tout ça. Et on a au fond de nous ce sentiment de se dire, ouais, mais quand j'y repense maintenant, genre 10 ans après, en fait, ça m'a apporté plein de trucs, cette blessure. Ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté une résilience mentale. Cette rupture amoureuse, elle m'a fait grandir. Tiens. On sait qu'il y a une croissance post-traumatique, comme dirait Taleb. Et ça, tant que c'est que du perceptif et du ressenti, c'est difficile de le concevoir, parce qu'on est dans un monde qui nous vend le confort sans cesse. Le confort, c'est votre objectif premier. Donc c'est difficile de faire il y a une dichotomie. Il y a un truc que tu perçois au fond de toi qui dit, en fait, c'est les épreuves qui vont me renforcer, qui vont me rendre, entre guillemets, meilleur. Et un monde, une société qui te dit, non, mais repose-toi plus, fais moins, cherche le linéaire, et surtout, ne fais pas trop de bruit. Et essaye d'acheter une grosse maison et une grande voiture pour ne jamais connaître de variations de température, etc. etc. Donc c'est compliqué. Et moi, je ne fais que mettre des mots sur les ressentis qu'on a tous. Et ton épreuve de l'Ironman et la découverte et le challenge que tu t'es placé, c'est exactement, je pense, ce qu'ont vécu à des échelles différentes 99% de la population. On a tous vécu ce genre de truc de voilà, je me suis transcendé et j'ai découvert, en fait, je me suis changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Et la perte de poids, c'est quelque chose de très fort, parce que ton reflet dans le miroir change tellement que tu dis putain, je suis vraiment devenu quelqu'un d'autre. Donc, ouais, c'est ça l'hormèse. Ouais. Et aussi, une autre question, c'est il y a le principe d'hormèse, mais du coup, pour avoir ce gain juste après avoir mis le stress, il faut mettre un stresseur. Mais comment est-ce qu'on choisit la bonne intensité du stresseur? Tu vois, parce que pour des entraînements, je te prends des entraînements de l'Ironman, tu fais du vélo, tu fais de la course à pied, c'est souvent des gros entraînements de 6-7 heures en fin de préparation, où tu enchaînes 5 heures de vélo, 2 heures de course à pied, tu vois, c'est quand même assez intense. Mais en fait, si j'avais fait des entraînements comme ça une semaine avant le début de la prépa, ou après le début de la prépa, j'aurais jamais pu les faire. Tu vois, c'est grâce à la bonne dose du stress des entraînements qui m'a permis d'arriver à ce point-là. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver ce bon stress, la bonne quantité Après-demain, il y a Kaamelott V2 qui sort là, au cinéma. Et j'adore Alexandre Astier. Alexandre Astier, là, il fait plein d'interviews. D'habitude, il n'en fait pas. Là, il en fait plein, évidemment, pour la promotion de son film. Et les gens disent, mais vous faites tout, vous êtes à la réalisation, vous faites la musique, vous faites les textes, etc. Vous jouez dans le film. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Et il dit, je bricole. Moi, ce que j'aime, c'est bricoler.
Tout ça pour dire que si on s'octroie le droit de bricoler, de faire de l'essai-erreur, en fait, on va trouver par humilité la dose qu'il nous faut pour progresser. C'est-à-dire l'empirisme, mais l'empirisme pas anarchique, l'empirisme documenté. Le fait de noter ses performances, de bricoler dans le sens, ok, je vais me faire un plan. Un mauvais plan, c'est mieux que pas de plan, comme on dit. J'ai écrit un petit livre d'aphorismes qui sortira bientôt et qui reprend à rebrousse-poil la punchline de Tyson qui disait « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup dans la gueule ». Et moi, j'ai dit « Tout le monde se prend des coups dans la gueule jusqu'au jour où il a un plan ». Alors en fait, on se prend tous des coups dans la gueule dans la vie, tout le temps, si on tape dans des murs. Mais le jour où tu te mets un plan, même s'il est mauvais, et que tu t'y tiens, en fait, tu vas apprendre sur toi-même. Parce que tu auras un cadre. Enfin, tu auras un cadre. Tu arrêteras de faire comme ça. Donc, pour répondre à ta question, pour trouver le bon stresseur, il faut déjà poser un cadre. Peu importe s'il est nul, ce cadre. Peu importe s'il est pourri. Quand tu commences une prépa pour un 10 km, moi, c'était vraiment la course du 10 km qui me passionnait quand j'étais ado. Je partais courir, en fait. Et je me disais, pour être bon au kilomètre, je vais juste faire des 10 km. Tiens, donc, débile. Mais c'est pas grave. Tu te mets un truc, et puis tu apprends voilà, par empirisme. Tu dis, bon, ben, visiblement, je vois que j'ai eu les progrès des débutants, et là, tout de suite, tu tapes à un plateau. J'arrive plus à progresser. Ben, il faut changer sa copie. Là, il faut faire peut-être des fractionnés, de la VO2 max. Il faut bidouiller quelque chose pour venir donner une nouvelle contrainte à la structure, pour que la structure s'adapte. Dans le vivant, c'est contrainte, forme, fonction. Nous, on essaye d'être fonctionnel dans un certain cadre, par exemple l'Ironman. Être le plus fonctionnel dans l'Ironman, ça veut dire quoi? C'est faire le meilleur chrono. Donc, il faut que je donne la bonne structure, c'est-à-dire le système cardiovasculaire, musculaire, etc. Et pour avoir ce système-là, il faut que je donne la bonne contrainte, qui va donner la bonne structure, qui donnera la bonne fonction. Donc, trouver la bonne contrainte, c'est déjà bien connaître la structure. Donc, tu vas la mettre à rude épreuve, par empirisme, et surtout, tu vas être discipliné à tout noter, jusqu'à tes ressentis. Donc, les temps de passage, les ressentis, quand est-ce qu'il faut changer de plan parce qu'on stagne au niveau des performances. Et si on ne fait pas ça, c'est clair que, principe d'homéostasie, l'autre pendant de l'hormèse, c'est que si on arrête de te donner la bonne contrainte, le corps, il va osciller autour d'un même point de référence. Donc, on va stagner. Si on fait tout le temps au ressenti, comme on le sent aujourd'hui, si on s'écoute trop, eh ben, on va stagner. Ça, c'est clair et net parce que le corps, il n'aime pas changer. Donc, il va falloir le sortir loin de son état d'équilibre pour pouvoir créer des nouvelles adaptations. Ben ça, oui, ça demande d'être documenté. Donc, il y a une approche qualitative qui est claire, trouver le bon plan, pas faire n'importe quoi, etc. Mais une approche qui est quantitative, comme pour la nutrition, où tu peux compter, et même, je dirais, si tu veux passer certains caps, tu es obligé de compter les grammes de macronutriments ou bien les kilocalories, on s'en fout de la métrique, mais il va falloir à un moment que tu saches en fait ce que tu manges pour pouvoir jouer sur les leviers. Parce que si tu ne sais pas que tu fais au ressenti tout le temps, en fait, tu vas voir que ton poids, il stagne. Tu n'arriveras pas à prendre du muscle, tu n'arriveras pas à perdre de la graisse, ça va stagner. Donc, la quantité et la qualité, c'est comme un yin et un yang qui se répondent et qui donnent l'harmonie. Donc, pour être bien harmonique, il va falloir jouer sur les deux instruments. Et l'entraînement, c'est la même chose. Tu raffines le plan, tu le documentes à mort, et tu vas trouver la juste dose pour travailler la vitesse ou l'endurance ou la technique. Ok, et comment, par exemple, parce que vu que ça prend du temps quand même pour se chercher et après se trouver, il y a aussi toute une partie où tu te surentraînes en fait. Parce que quand tu testes, c'est soit tu te sous-entraînes, soit tu te surentraînes, et puis à un moment, tu arrives à trouver le juste milieu. Et tu vois, pour les gens qui se surentraînent, parce que il y en a beaucoup, quels sont les signaux, tu vois, quand tu commences à avoir du stress chronique, tous les trucs comme ça, tu vois, c'est quoi les signaux et c'est quoi le danger de trop s'entraîner, de trop en faire en fait? Alors, on va le voir aux troubles du sommeil, on va le voir aux fatigues postprandiales, c'est-à-dire après manger, les fatigues durant la journée, les fluctuations d'énergie trop fortes, les fluctuations d'humeur et évidemment les douleurs. Les douleurs articulaires, ce seront sans doute celles qui arriveront, qui seront les plus notables, ou en tout cas à noter,
parce que les articulations ne régénèrent pas aussi rapidement, enfin ne récupèrent pas, enfin, c'est des termes que j'aime pas trop parce qu'on ne récupère jamais un point du passé. C'est ce qui va suivre le moins rapidement, les articulations qui vont s'adapter le moins rapidement comparativement au système nerveux ou encore au système musculaire, qui sont des systèmes qui sont, par exemple, le système musculaire, il est perfusé de sang bien plus que les articulations qui baignent dans la synovie. Donc il faut plus de temps pour une articulation pour s'adapter. Et si le système musculaire a récupéré, genre vous n'avez pas de courbature, vous avez peut-être des douleurs au niveau du coude ou des genoux ou des chevilles. Donc ça, il faut un peu plus de temps. Ça, c'est un signal que vous avez trop chargé la mule. Ok. Il y a un volume ou une intensité qui est trop forte pour vous. Bon, il faut diminuer quelque part. Donc la douleur, l'énergie, trouble du sommeil, trouble émotionnel ou quoi que ce soit, les fringales, les sensations d'hypoglycémie, tout ça, en fait, montre qu'il y a quelque chose à jouer. Mais très rapidement, je mets un haut là sur ça, très rapidement, les gens ils vont parler de surentraînement. Alors que c'est souvent qu'ils ne dorment pas assez et les autres facteurs de leur quotidien ne sont pas au clair. C'est-à-dire, ils ne mangent pas assez peut-être aussi. Ils ne mangent pas assez bien. C'est-à-dire que tu as les cofacteurs enzymatiques, les micronutriments, ce genre de choses qui peut-être manquent. Les protéines peut-être manquent. Il faut voir à la diète. Et tout le côté vie ailleurs, c'est-à-dire le travail, la famille, etc., qui sont peut-être des sources de stress qui pompent les individus. Parce que imagine, tu prends un Scott Jurek ou je sais pas moi, les triathlètes les meilleurs au monde, et tu leur mets un cadre familial idéal, c'est-à-dire tout se passe bien avec leur femme ou leur mari, avec leurs enfants. La vie est idéale. Tu les fais dormir 9 heures par nuit, mais un vrai sommeil, quoi, profond, etc. Tu leur mets plus aucun souci. Tu leur mets somme maximale d'argent sur leur compte bancaire. Ils n'ont plus de soucis. Okay. Bon, j'aimerais bien voir comment ils récupèrent. S'ils ne récupèrent pas 20 à 30% mieux qu'avant. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la charge mentale peut y avoir. Parce que les sports d'endurance, ce n'est pas des sports à part pour l'élite. C'est pas là où tu vas gagner des sous comme au foot ou au basket. C'est souvent des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc ça veut dire que toute leur saison d'entraînement, leur pic de performance, ils vont le connaître avec une vie de famille et une vie professionnelle qui sera tendue. Il y a de la tension. Et ça, c'est aussi, ça pompe de l'énergie. Donc il faut voir les autres facteurs. Est-ce que tout est à 100% au vert ou est-ce que c'est orange partout? Et tout de suite, on dit, c'est surentraînement. Ouais, c'est surentraînement, mais qu'est-ce que tu entends par là, tu vois? Parce que tu ne tires pas sur la corde de 1001 côtés. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai parce que, en fait, tu vois, le principe de l'hormèse, c'est super, tout le monde en parle, mais en fait, le problème, c'est qu'on ajoute, par exemple, du sport dans sa vie, mais en fait, en même temps, on a tellement plein de stresseurs à côté qu'en fait, on se dit, c'est le sport qui nous fait baisser l'énergie, tout ça, alors qu'en fait, c'est probablement les autres choses à côté, et du coup, c'est compliqué après d'adapter la dose pour ton entraînement parce que tu as tous les autres facteurs à côté en fait, qui t'envoient du stress à mort. Mais c'est exactement ça. Quand un vase déborde, on accuse toujours la dernière goutte. Ouais, voilà. On accuse toujours la dernière goutte qui fait déborder le vase. Donc, j'ai ajouté le sport, mais je me suis blessé, c'est nul. Bon, d'accord, mais tu t'es blessé parce que tu manges mal, tu dors pas, tu es surstressé et tu es déjà épuisé, en fait. Bon. Donc, c'est ça. L'approche holistique qu'on revendique au centre de l'hormèse, c'est ça. À la base, la naturopathie, c'est suivre la voie de la nature. Il n'y a aucun animal dans la nature qui est sorti de son environnement naturel pour se mettre sous des néons et sur une chaise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a que l'être humain qui l'a fait. Et il dégénère. Donc, avec un individu qui dégénère, loin de sa nature profonde, quand on essaye de rajouter, comme tu as dit, d'autres stresseurs, et ça le fait encore plus disjoncter. Donc déjà, il faut retirer. C'est la via negativa de Taleb. Tu retires les mauvaises habitudes, et encore, et encore, et encore, afin de retrouver une véritable vitalité. Et à partir de là, tu commences à jouer. Tiens. Plutôt que de rajouter, comme tu dis, de l'huile sur le feu, en confondant stresseur et hormèse aussi. C'est pas la même chose. Ouais. L'hormèse, c'est le gain, c'est l'amélioration. C'est pas le stresseur. L'hormèse, c'est ni le bain froid, ni l'exercice physique, ni l'apnée, ni... non.
c'est l'amélioration. Donc, si vous rajoutez un stresseur et qu'il n'y a pas d'amélioration, vous ne faites pas de l'hormèse. Vous faites des mains froides et vous vous fatiguez et vous êtes grelotant toute la journée, c'était pas ça, pas de l'hormèse. Ouais, c'est qu'il y a un problème quelque part. Oui. Ouais. Et après, plutôt sur la partie, parce que là, on a parlé des stresseurs, de l'hormèse, etc. Et plutôt sur la partie nutrition, on sait que pour des entraînements en endurance, c'est ultra énergivore, tu dépenses des calories à foison et c'est compliqué de combler toutes ces calories que tu dépenses. Toi, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui fait du sport d'endurance comme ça de long, où tu fais des séances de 5, 6, 7 heures, tu vois, c'est quand même énergivore. Clair. Moi, je dirais plus que de... comment dire, plus que de penser à l'avant, penser au pendant, c'est-à-dire les intra-workouts, comme on dit. L'intra. Ouais. Je pense que l'intra est sous-coté. Ça revient un peu au bout du jour, on en parle un petit peu plus, mais faut savoir qu'un effort aussi long, c'est constamment dire au corps et à l'esprit, on est en stress fort. C'est-à-dire c'est vraiment un stress interne puissant. Donc, il y a beaucoup de... Comment dire, le corps, il est en stress quand il combat un danger, donc il combat l'incertitude. Il ne sait pas ce qui va se passer. Et ça dure 6 à 7 heures. Donc il faut le rassurer. On le rassure comment? On donne du carburant. Peu importe, en fait. Moi, je conseille toujours de faire des choses naturelles, donc d'utiliser du miel, d'utiliser du plasma de Quinton pour les électrolytes, d'utiliser, peu importe, des choses naturelles, des fruits séchés, plutôt que des gels, etc. De faire sa propre boisson isotonique. Plutôt que voilà, de prendre des barres qui sont déjà toutes faites, où il y a des produits transformés dedans, ou utiliser des bonnes graisses, mais faites-vous en fait vos intras. C'est ça, le ravito, il faut bien le gérer. Si c'est aussi long que 6-7 heures, faites du constant, faites pas des gros ravitaux, donnez en flux tendu. D'accord? Ça, je trouve que c'est ce qui a l'air de mieux marcher. Maintenant, il y a des extraterrestres. Il y a des gens qui ont l'habitude de s'entraîner à jeun et qui font des compètes entières sans rien presque prendre. Ça existe. Mais évidemment qu'on ne peut parler que de conseils généraux qui s'appliquent à 70 à 80% de la population. Il y aura toujours des extrêmes. Donc, s'habituer. Après, donc, l'intra, c'est quelque chose. Ensuite, off-season. Tu t'entraînes, tu es loin de ta compète. Habitue-toi, amuse-toi à te challenger justement à partir à jeun et te faire une course de 2 heures sans rien dans le système pour voir comment réagit ton corps. Pour lui apprendre de temps en temps à dire, tu sais, tu peux aller puiser dans des réserves. Alors ta perf, elle sera peut-être pas aussi bonne, ce sera pas peut-être une course hyper agréable, quoique parfois on rentre dans des états de transe qui sont qui font passer l'effort facilement. Entraîne-toi à jeun après un bon petit déjeuner. Entraîne-toi le soir pour changer. Ok, peut-être tu dormiras moins bien ou pas. Tu sais pas, mais c'est vraiment c'est pas comme un WOD de CrossFit, c'est pas comme un truc hyper intense. Là, c'est long. Et on sait très bien que dans des efforts aussi longs, on passe par des états émotionnels et mentaux très fluctuants. C'est d'un coup, c'est hyper bien et d'un coup, c'est la pire chose au monde. Donc, il faut se mettre durant les périodes de semaines et de mois d'entraînement dans des situations un peu inattendues, imprévues. S'entraîner dans le froid, s'entraîner dans le chaud, varier les choses, je dirais. Et aussi au niveau nutrition, donc partir en jeûnant, partir pas longtemps après un repas pour voir ce que ça fait. Toujours à l'écoute de soi-même, hein, sans trop pousser. Mais en tout cas, se challenger, se tester, je dirais. Ouais, parce que moi, tu vois, par exemple, tu parles de sport à jeun, de séances à jeun. Par exemple, moi, on a fait toute la prépa en low carb. Du coup, avec presque low carb, c'est presque zéro, enfin, c'est pas zéro glucides, c'est plutôt 50, 100 grammes de glucides, un truc comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a maximisé la lipolyse, en fait, vraiment au max. En fait, on pouvait faire des séances où on partait 4-5 heures sans rien manger. Et en fait, ça nous a permis, pour l'Ironman là qu'on a fait, en fait, d'introduire les glucides quelques mois avant, pendant les séances, et du coup, pendant l'Ironman. Et en fait, on a eu un gain de perf et d'énergie
Vraiment, vraiment plus. Et je trouve que ce truc-là, pour moi, de faire la grosse partie de la prépa en low carb et du coup, tu essayes de maximiser ta lipolyse, du coup, l'utilisation de tes graisses, et ben en fait, ça fonctionne beaucoup mieux pour après utiliser les glucides parce que on sait que c'est un réservoir entre les deux, c'est pas genre soit l'un, soit l'autre. Donc, je trouve que c'est vraiment un super outil pour ça. Ouais, moi je te rejoindrai. Euh, je pense que. Alors ça dépend comment à quelle vitesse tu cours ton effort, à Oui, quelle vitesse oui, tu c'est fais ton ça. effort, bien entendu. Ouais. Il y en a qui vont avoir plus tendance. Il ne faut pas oublier que le corps, il a vraiment une mémoire. Mm. Et ce qu'on fait les 20 premières années de sa vie impacte énormément après comment il va se comporter même durant l'effort. Donc il y en a qui vont cramer plus facilement les graisses que les sucres, clairement. Mais si on devait faire un truc un peu objectivé, eh bien c'est vrai que les efforts longs, ça a tendance à être plus basé sur l'utilisation des graisses. Bon, puisque la glycémie sanguine va se vider au bout d'un certain temps, le glycogène musculaire également, et que très vite, il va falloir passer sur la lipolyse, Mm. la bêta-oxydation des graisses pour fabriquer de l'énergie. Donc oui, s'entraîner à l'année, à bien entraîner le corps, le foie et tout le monde à utiliser les réserves en fait, des tissus adipeux pour faire de l'énergie, ça me semble être une bonne stratégie afin que le jour de l'événement, on fasse la meilleure perf parce que on aura une machinerie qui utilisera bien les graisses Mm. et on donnera en flux tendu en plus du carburant pour être sûr que l'effort soit maximum, qu'on fasse le meilleur chrono. C'est pas le jour de l'entraînement qu'on va être métaboliquement le plus efficace. On veut pas ça le jour de la compète. Le jour de la compète, on veut faire le meilleur chrono, la meilleure place. Donc oui, là, je mettrai l'intra des glucides ou quoi. Ouais, ouais. Parce que moi aussi, ma question, c'était là, je viens d'y penser, parce que par exemple, un Ironman, c'est un gros stresseur pour le corps, mais aussi on sait que le sucre, c'est pas non plus ultra bon pour le corps, et si tu en apportes en trop grande quantité, c'est un stresseur aussi, et du coup, c'est négatif pour le corps. Mais est-ce que, en fait, sachant que, par exemple, faire un Ironman, le stresseur en fait est beaucoup plus gros que apporter du sucre. Et du coup, est-ce que le fait d'apporter du sucre, en fait, c'est bénéfique dans ce cas de figure-là? En fait, c'est un cas de figure qui est tellement extrême, tellement Ouais. particulier, que c'est pas du tout la même configuration qu'au repos. Les analyses que l'on a par rapport à le sucre, quand je parle de sucre, je parle vraiment de sucre naturel. J'imagine que tu consommes du sucre issu de fruits, donc du fructose, Mm. ou du sucre issu de miel, ou je sais pas, mais pas de sucre raffiné, qui est encore une autre histoire. Mais peu importe. Là, si tu veux, euh, on a très très peu d'études et de prises d'analyse sanguine de personnes, par exemple, à la 5e heure d'effort d'un Ironman. Oui. Ben ouais, on n'en a pas, ou très peu, parce qu'on n'a pas pu arrêter quelqu'un durant sa course. Et attends, on te met dans un laboratoire et on regarde comment ça se comporte quand on t'envoie du glucose. Mm. On ne sait pas, en fait. Donc il y a une telle sensibilité à l'insuline par les muscles à ce moment-là, qui sont vidés de leur glycogène, que tu parles. En fait, tu lui envoies n'importe quoi, il prend. Mm. Donc le travail de l'insuline, le travail de la charge sur le pancréas, etc., ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est allongé dans un laboratoire, à qui on envoie du glucose ou de l'insuline et on regarde comment c'est pompé. Tiens. Donc ça n'a rien à voir durant l'effort. Là, il faut se dire que ça va être, entre guillemets, brûlé, cramé par Mm. l'effort même musculaire. Oui. Donc ça ne devient pas du tout un stress, c'est carrément une source qui diminue les Le niveaux de stress. cortisol, Mm. etc. Parce que tu vois bien, nous, là maintenant, à notre échelle, au repos, le meilleur, si tu commences à stresser pour une raison, tu vois, un stress mental, tu commences à réfléchir à un truc, ça te fait paniquer, peu importe la raison, quelqu'un qui t'engueule, je sais pas, tu as une dispute, tu as les niveaux de cortisol qui commencent à augmenter. Le meilleur moyen de faire baisser le cortisol, c'est de manger. Tu manges, et c'est le réflexe, hein. Tu sais, les gens, Mm. la population mondiale est trop stressée, et la population mondiale est en surpoids. Ouais. C'est 3 Américains sur 4 qui sont en obèse. Pourquoi? Parce que le stress chronique étant élevé,
le levier tout de suite actionnable, c'est de bouffer, pour faire redescendre ce stress-là, c'est de bouffer n'importe quoi, du carburant. Et comme le carburant est très raffiné et industriel de nos jours, l'obésité explose. Pourquoi ? Parce que le cortisol, lui, il a cet aspect hyperglycémiant. Il va piocher, il va déséquestrer des stocks d'énergie, du glycogène hépatique ou quoi, pour faire augmenter la glycémie sanguine. Parce que quand tu stresses, tu as l'impression qu'il faut courir, qu'il faut se battre, en fait. Tu veux te défendre. Donc, il faut du carburant dans le système. Donc, le cortisol, il va faire ça. Donc, si tu donnes du sucre ou n'importe quoi par la bouche, tu fais baisser le cortisol, on n'en a plus besoin. Ok. Donc, pour tamponner le stress, tu peux bouffer. Mais si tu fais ça tout le temps, tu prends 20 kilos. Ouais. Là, ça, c'est l'histoire de l'homme moderne, quoi. Il stresse, il mange. Il stresse, il mange. Parfois, il y a des réactions inverses. Il y en a qui, ça leur coupe la faim. Ils n'ont plus du tout faim, ils ne mangent plus. Mais voilà, donc pour revenir à la discussion sur l'Ironman ou les efforts d'endurance, quand tu es à la 4e heure, ce que tu vas manger, t'inquiète pas que ça va faire baisser le stress. Hein. Ça va pas être une surcharge pour leur corps. Au contraire, ça va le soulager. Donc, c'est pour ça aussi. Il y a l'aspect mental, physiologique qu'il faut soutenir pour le rassurer. Dire c'est OK, on a du carburant, on peut continuer l'effort. Ouais. Et après, pour tout ce qui est pour la nutrition, mais plutôt ce qui est dans l'assiette, tu vois, là, on a parlé d'intra. Pour tout ce qui est dans l'assiette au quotidien, qu'est-ce que tu conseilles, tu vois ? Est-ce que tu conseilles quelque chose de normal, où tu connais tes besoins énergétiques et vu que tu prends de l'intra, bah t'as pas forcément besoin de plus, tu vois, comment tu te positionnes là-dessus, toi ? Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est quand tu poses cette question-là à un coach, généralement quelqu'un comme moi, il va te sortir des trucs hyper complexes, tu vois, des combinaisons de glucides et de lipides et de protéines partout, etc. Quand tu poses la question à un champion, il dit je mange, quoi. Ouais, je sais rien, je mange un steak frites, tu vois. Ils s'en foutent. En fait. Donc, il y a ceux qui structurent le cerveau, comme toi et moi, là, en train de se dire, faire des plans sur la compte, etc. Et puis, tu as les champions qui en ont rien à faire parce que, en fait, la vraie perf, elle vient du travail acharné. Là, on est en train de polir les jantes de la Formule 1. On polit les jantes. Quand tu parles de nutrition comme ça et des combinaisons alimentaires, tu es en train d'astiquer les jantes et de mettre de l'huile dans le rouage. Mais après, ce qui ferait la vraie perf, c'est le pilote. C'est l'entraînement du pilote. Donc, il n'y a rien qui va surpasser le fait de s'entraîner longtemps, constamment, d'être discipliné et de fournir son effort à l'année. Ça, c'est clair. Ça, si vous voulez être performant, c'est ça d'abord. Ensuite, pour parler de la suroptimisation et que tout se passe bien, etc., en effet, on parlait du contenu de l'assiette. Et là, oui, c'est vrai que pour les sportifs d'endurance, déjà, je vais passer par le même filtre que tout le monde. Donc, le tamis que j'utilise, moi, c'est ne manger rien qui n'était pas là il y a 200 ans. Donc, toute la nourriture industrielle, ça dégage. Tout ce qui sort d'un sachet plastique, ça dégage. On mange de la viande, des poissons, des œufs, des légumes et des fruits. Il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de produits laitiers. Et tout ce qui est transformé, out. Okay. Donc, les règles sont simples. N'essayez pas de commencer à être plus intelligent que les règles. Oui, mais alors, est-ce qu'il ne faut pas boire du lait parce qu'il y a du... Non, j'ai dit, il n'y a pas de produits laitiers. Vous commencez avec ces 5-là. Viande, œufs, poisson, légumes, fruits. Et vous tournez sur ça. Donc, dans ton assiette, tu vas trouver, si tu prends une assiette classique qui est ronde, on va faire un tiers. Surtout pour les sports d'endurance. Tu vas faire un tiers rempli par les aliments qui sont riches en protéines. Donc, ça peut être de la viande, du poisson ou des œufs. Donc, ça va ressembler à... moi, je fais 80 kg, 1m84. Moi, mon assiette, ça peut ressembler à une dorade entière. Là, je suis à la mer, donc je vais parler de ça. Une dorade entière avec en accompagnement des haricots verts. Mais par contre, je mange la dorade entière. Je mange la tête, je mange les yeux, je mange les joues. Voilà. Ou une entrecôte de 350 grammes, 400 grammes avec de la salade. Ou des tomates, si on est en été. Je mange des légumes, je mange de la viande, et puis à 4 heures, si j'ai faim, je vais manger 2 pommes. Bon, c'est pas compliqué, la nutrition. Ouais. Et j'ai jamais dit que c'était facile. C'est la différence entre simple et facile. C'est simple. Ce que je viens de dire, c'est simple. Par contre, dans l'exécution, c'est difficile.
Parce que si vous respectez ce truc-là de je fais mes courses qu'au marché et pas au supermarché, j'achète les produits locaux et de saison, et je mange que viande, poisson, œufs, fruits et légumes, sur un an, mais vous allez devenir des machines de guerre. Machines. Ouais. Ça, je vous le garantis. Mais qui va tenir un an sans manger des petites bêtises, sans acheter des trucs comme ci, comme ça? Qui? En fait, voilà, 99% de la population. Donc, c'est pas le fait de ne pas le savoir, c'est pas le fait que c'est compliqué, tu vois, il faut faire des schémas avec les glucides et les lipides, etc. C'est que c'est difficile. La discipline, c'est difficile, mais on n'a jamais dit que c'était facile. C'est vraiment un effort. Par contre, derrière ça, tu as la vitalité, l'absence de douleur, l'absence de vieillissement prématuré et la performance. Et la performance. Et la performance, il va falloir jouer sur le levier de la quantité. Généralement, ils ne mangent pas assez. Ceux qui commencent à se surentraîner, comme tu dis, généralement, ils ne donnent pas assez de carburant à leur organisme. Donc, moi, je jouerais sur ça. Un tiers, c'est ta viande, ton poisson, etc. L'autre tiers, c'est tes légumes. Légumes verts, gna gna. Et le dernier tiers, là, je parle aux sportifs d'endurance. Avant, je vous ai parlé de mon assiette. Moi, je ne mange pas beaucoup de glucides, genre patates douces, etc. Je vais les trouver dans les fruits à 4 heures ou quoi, mais j'en ai pas beaucoup besoin parce que je m'entraîne un peu genre crossfit, quoi. Je vais faire un truc intensif de 20 minutes tous les matins et c'est tout. Je fais rarement des sorties longues ou quoi. Mais si vraiment je parle à un Ironman, bah oui, là, je mettrais plus facilement de la patate douce. Je mettrais plus facilement des pommes de terre, des tubercules, de la carotte, de la purée de carotte durant le repas. Et en effet, à la collation de 4 heures ou de 5 heures, encore des fruits, encore un peu plus de glucides, c'est vrai. Ok. Voilà comment je verrais les choses pour un sportif d'endurance. Mais tu vois, rien qu'en te disant ça, il faut voir la digestion, il faut voir comment ça se passe, il faut voir si la personne Ouais, faut apprécie. tester après, de toute façon. Bah voilà. T'as les grandes lignes de ce que tu dis, et puis en fait, après, si toi tu testes pas, tu peux pas savoir. Mais c'est sûr que moi je trouve qu'il faut pas se prendre la tête. En plus, avec la nutrition, c'est déjà bien assez dur de s'entraîner. Clair. Faut pas en plus se clair. prendre la tête. Tu vois, moi, c'est pour ça que pendant ma prépa, je me suis pas pris la tête. Je mangeais de la viande, des légumes, un peu de fromage, tu vois, franchement. Tu te prends pas la tête et puis c'est ça. Franchement, de saison, tu achètes les produits au marché, tu cuisines toi-même, ça c'est important moi aussi. Tu cuisines des choses que tu aimes. Vraiment, si tu n'aimes pas le poisson, bah, tu manges de la viande. Si tu n'aimes pas la viande, bah, tu manges des œufs. En fait, tu fais un truc que tu aimes. Tu n'aimes pas les brocolis, mange pas des brocolis. Tout le monde qui mange des brocolis. Mais si toi, tu n'aimes pas ça, ça ne bouffe pas. Tu vois, ce truc, au bout d'un moment, il faut arrêter. En fait, il faut vraiment voir l'alimentation pour ce qu'elle est. Le carburant, qui peut te permettre de faire des choses dans ta vie. Et tu vois, il y a eu le mentorat du centre de l'Hormèse hier, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait une envolée comme ça, comme j'aime bien faire, où je leur ai pris la tête. Ils m'ont regardé avec des billes comme ça. Je leur ai dit, voilà, au milieu de cette tirade que je publierai sur Vérisme TV d'ailleurs, sur YouTube, je disais, la pire crainte que j'ai, la pire hantise, ce serait d'arriver sur mon lit de mort. D'arriver au bout de ma vie et de me dire, putain, toute ma vie, je me suis demandé ce que je devais manger. T'imagines si on a passé toute notre existence à se demander ce qu'on devait manger, mais on n'aurait rien fait de notre vie, de constructif. Moi, je veux construire des cathédrales. Moi, je veux faire des choses belles. Je veux rendre le monde plus beau que je ne l'ai trouvé. Je veux faire des choses pour les prochaines générations, pour nos enfants. C'est ça qu'il faut faire de nos vies. Pas se dire, alors, est-ce que je vais combiner les patates douces avec l'huile d'olive? Mon Dieu, si on passe notre vie à réfléchir à ça, mais ça, à la fin de notre vie, on va être fou. On va se dire, mais putain, j'ai pas profité de la vie. Et je pense que c'est beaucoup ça, les réflexions sur les lits de mort des gens qui sont tristes. C'est qu'ils se disent, merde, j'ai pas assez profité. C'est-à-dire, j'ai pas fait des trucs importants, quoi. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, la nutrition, faut la. C'est simple. C'est simple. Alors, mais avancez dans votre vie, quoi. Ouais. Et on va parler entraînement, hormèse, nutrition. Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la respiration aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde pro qui introduisent la respiration, tout plein de techniques de respiration pour optimiser leur performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu je sais pas si c'est vraiment une mode, mais un peu ce concept
de la respiration et nous donner peut-être quelques exos, etc. Ouais, carrément. La respiration, ça va être du même niveau que la nutrition. Ça va vraiment pouvoir être un plus, une optimisation de vos performances. C'est clair que ça ne vous transformera pas en Usain Bolt. Lui, à mon avis, il ne devait pas avoir pris les cours de respiration du centre de l'Hormèse. Hein. Il s'en foutait complètement. C'était pareil. Donc, mais, le côté intéressant, c'est de bien se comprendre, de bien se connaître. Il y a un très fort aspect mental aussi à pouvoir se gérer. Djokovic en parle souvent pour le tennis. Il dit, voilà, moi, l'aspect mental, le tennis, c'est un sport très mental. Je le fais grâce à ma gestion de la respiration. Et ça, c'est peut-être un match de tennis, ça se joue sur quelques points seulement, les points importants. Ouais. Ben voilà, c'est la différence entre lui et d'autres. Tu vois, lui, il était numéro 1, les autres, ils étaient numéro 100. Bon, ben voilà, ça peut faire des petites différences. Pour monsieur et madame tout le monde, ça peut faire un gros gain qui est le calme, le contact à soi, un silence intérieur, une écoute intérieure, ce qui nous est enlevé de nos jours par les écrans. Donc ça peut être vraiment un vrai gain. Et au niveau de la perf, voilà, ça va jouer en effet sur les échanges gazeux, sur l'équilibre acido-basique du sang, parce que quand tu inspires de l'oxygène, ça va être l'un des derniers récepteurs des protons H+ dans la respiration cellulaire. Dans la respiration cellulaire, tu as toute une chaîne respiratoire où on essaye de fabriquer de l'ATP. En gros, parce que l'ATP, ça va être la molécule qu'on va pouvoir briser pour fabriquer du travail, pour faire bouger en fait le corps. Donc on dit souvent c'est la molécule de l'énergie. C'est un petit peu rapide de dire ça, mais c'est un petit peu ça. Mais on a besoin de l'oxygène, en gros, pour le processus de l'énergie. Et par le souffle, par le fait d'expirer, on rejette du CO2 et on rejette aussi un peu de vapeur d'eau qu'on voit l'hiver. On voit qu'il y a de la vapeur qui sort de nous. Et bien là, dans H2O, dans l'eau, il y a du H. C'est-à-dire que tu rejettes des protons qui sont... donc ça permet de basifier, de remonter le niveau de pH du corps, qui doit toujours, enfin du sang, qui doit toujours se situer 7.3, 7.4, légèrement alcalin. Donc la respiration joue sur le système acido-basique, qui est très important, qui est un système important dans le corps. Ça joue aussi sur la chaleur du corps, ça permet la thermophysiorégulation, d'expirer, d'inspirer, etc. Et donc tout le métabolisme. Si tu n'as pas d'oxygène dans le corps, le métabolisme cellulaire et donc l'effort physique, la contraction musculaire ne peut pas se produire non plus. Essaye de faire un effort habituel du genre des burpees, ou même courir, ou même marcher, en apnée. Et tu vas voir comme tes muscles saturent tout de suite. Ils deviennent durs, hop, tout de suite. Donc tu as besoin constamment d'un apport d'oxygène et constamment que le CO2 sorte. Donc comment se renforcer ? Moi, je recommande toujours les travails d'apnéistes et je recommande le travail neuromécanique, c'est-à-dire de savoir moduler les 3 étages de la respiration. Le diaphragme, respirer comme on dit par le ventre, par le bas, parce que c'est une branche qui part du cerveau qui s'appelle les nerfs phréniques, qui gèrent le diaphragme, et c'est une autre branche, d'autres nerfs qui gèrent les muscles intercostaux, qui vous permettent de respirer avec les côtes. Donc, tu as une respiration basse et une respiration un peu plus horizontale par les côtes. Et les deux sont différentes, 2 branches différentes. C'est comme 2 muscles différents, comme si tu avais ton biceps et ton triceps. Donc, c'est comme des leviers que tu peux apprendre à bien maîtriser. Donc ça, prendre du temps à bien discriminer ces étages-là, à savoir les maîtriser, ça peut être intéressant pour bien gérer sa respiration durant l'effort, où tu vas pouvoir maximiser en fait la manière que tu as de respirer. Je pense toujours au CrossFit, mais ça peut être un boxeur qui, entre un round de 3 minutes et un autre, il a 1 minute de repos. Ces 60 secondes-là, il peut choisir de halter comme un chien ou bien de se mettre à respirer consciemment. Et peut-être qu'il va beaucoup mieux récupérer pour repartir derrière. Donc ça peut être intéressant. Et puis, ça peut se mettre un focus mental, de se focaliser sur sa respiration et plus sur son adversaire. Donc, il y a le côté neuromécanique. On essaie de bouger d'une certaine manière. Et les échanges gazeux, où généralement, on tolère très peu le CO2. Parce qu'on a tendance à, comme on l'a dit au début de la conversation, à stresser chroniquement, ce qui fait qu'on hyperventile par la bouche comme ça, un peu régulièrement, et qu'on expulse trop de CO2. Ce faisant, on se désensibilise par rapport, on
on n'arrive plus trop à le tolérer. Comme on se vide de CO2, dès qu'il y a un tout petit niveau en nous qui s'accumule, ça devient une panique noire. On ne sait plus le tolérer, en fait. Ben, pour apprendre à le retolérer, le travail d'apnéiste, donc faire des apnées poumons pleins longues, faire des apnées poumons vides longues qui aident à tolérer l'hypoxie, l'absence d'oxygène. Et ça, je le conseillerais au moins 2 séances par semaine. Et c'est juste un minimum. Hein. Sinon, les techniques de respiration, c'est difficile de se cramer, tu vois, de se surentraîner. Donc, vous partez marcher, vous faites une balade, la balade du matin ou quoi. La promenade, c'est génial pour faire un peu de respiration consciente, de gérer les 3 étages, de faire un peu d'apnée tranquillement si c'est en marchant. C'est génial. Donc, on peut toujours trouver un moment dans la journée. Et si vous êtes vraiment en recherche de perf, je vous conseille vraiment de le mettre au quotidien, la respiration. Mais au-delà de ça, 2 séances bien dédiées qui doivent durer entre 10 et 30 minutes. 2 séances par semaine, ce serait idéal. Ou vous pouvez faire. Alors là, voilà, pour vous donner une idée d'une séance, c'est comme quand vous allez à la salle de muscu. Ce sont des nerfs et ce sont des muscles à entraîner. Ce sont des tolérances aux métabolites cellulaires. C'est la même chose, en fait, la respiration. Donc, faites un petit test. Testez votre respiration poumon plein, max. On teste son apnée, poumon plein maximal. Donc, on vide son air, on remplit, on vide, on remplit. Et puis, une dernière fois, on vide complètement, on remplit complètement et on lance un chrono. Vous essayez de tenir un maximum. Imaginons, tu arrives à faire une apnée de 90 secondes, 1 minute 30. Ça, c'est ton max. Et ben, aujourd'hui, c'est ton max. Tu vas faire ta séance, ça va être 5 fois 70% de ton max. Ce qui est exactement ce que tu ferais dans une salle de muscu. C'est-à-dire, tu ne travailles jamais à ton max. Tu vas faire du bench, tu vas faire développé couché, tu vas faire des tractions, tu vas faire quelque chose. Tu ne vas pas faire ton max. Tu vas travailler en deçà. Ben, tu vas faire 5 fois 70%, ça veut dire entre 1 minute et 1 minute 15 d'apnée. Si ton max est à 1 minute 30, tu vas le faire 5 fois. Et entre 5 là, tu vas prendre un repos équivalent au temps d'effort. Donc, mettons, tu décides de faire 5 fois 1 minute d'apnée. Bah, tu vas faire à chaque fois 1 minute de repos entre chaque apnée. Bon, mais ça, c'est ta séance. Voilà, c'est tout. Mais par contre, c'est comme tout, il faut être discipliné, tenir sur le long terme. Comme la muscu, pareil. Voilà, par exemple. Ok, et est-ce que tu as peut-être des études qui ont été faites sur des sportifs pour voir le gain qu'a la respiration, tu vois? Par exemple, une respiration, comme tu dis, pour le boxeur. Par exemple, moi, faut que j'essaye d'introduire cette respiration pour, en fait, à chaque transition. Transition 1 et transition 2. Comme ça, en fait, ça me permet, tu as souvent 5 minutes de transition. Et comme ça, en fait, ça te permet de redescendre en pression après la natation et après le vélo. Et comme ça, en fait, tu reprends tes esprits, tout, tu te calmes, et après, tu es prêt pour repartir. Et, tu vois. Est-ce qu'il y a des études là-dessus Alors, je vais te répondre en 2 temps. Les études, oui. J'aime bien les partages qu'a fait Brian McKenzie. Alors, Brian McKenzie, si tu veux le suivre sur les réseaux, il a, je crois que le compte Instagram, lui, il en a un de toute façon, Brian McKenzie. Son compte après pro, c'est Shift Adapt. Ouais, ok. C'est génial. Vraiment, Brian, c'est celui qui a introduit la respiration au monde de l'UFC, donc sportif de combat. Travaille beaucoup aussi l'aspect mental. Moi, j'adore ce monsieur. Travaille beaucoup avec Andrew Huberman. Voilà, pour moi, c'est les cadors. J'ai suivi son programme pendant 2 ans. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. J'aimerais beaucoup le rencontrer un jour. Le programme Oxygen Advantage. Ce qu'il partage, parce que ils ont accompagné des coureurs du Tour de France en cyclisme, etc. C'est souvent des gains en VO2 max. C'est souvent de l'ordre de... On a implémenté ça sur 6 à 8 semaines et il y a eu 5% de gains en VO2 max, 10% de gains. Ce qui est des gains remarquables. Alors, on ne peut pas imputer ça tout à la respiration. Parce qu'on ne sait pas comment ils ont changé au niveau de la nutrition, du mental. C'est trop difficile. Mais ils témoignent quand même d'amélioration par l'implémentation de protocoles respiratoires 2 à 3 fois par semaine minimum. Donc, c'est notable. C'est intéressant de le savoir. Oui, par rapport à tes transitions.
Donc, il faut bien savoir que chaque sport est différent. Chaque transition, tu vois, le boxeur, c'est pas pareil. Le crossfitter, quand il descend de sa barre de traction et qu'il faut qu'il fasse des arrachés ou des épaulés jetés, c'est encore différent. Et lui, il a que 5 à 10 secondes. Toi, là, tu me parles de 5 minutes. Donc, c'est différent. 5 minutes, si tu me dis que tu viens de finir la natation et tu vas monter sur ton vélo, je vais te dire, débarrasse-toi du CO2. Normalement, en 30 secondes, par des expirations puissantes et longues, pas trop l'inspire, mais vraiment tu souffles fortement par la bouche, débarrasse-toi du CO2 qui s'est accumulé en toi. Et au bout de 30 secondes, tu devrais progressivement reprendre une respiration nasale, lente et profonde. Tu vois? Okay. Alors qu'un crossfitter, il n'aura pas le temps de reprendre le nez. Il va être par la bouche, il est dans son workout qui dure déjà depuis 2 minutes où il se donne à fond à 100% intensité max. Tu peux que lui donner un pattern. Tu vas lui dire, tu fais une double inspire et tu souffles fort par la bouche. Tu vois, double inspire et t'expires par la bouche, c'est ce que fait Brian McKenzie avec les combattants de l'UFC, par exemple. Donc, chaque moment de transition, selon le sport, il va être très, très différent. Toi, parce que c'est un rythme qui est long, mais relativement peu intense, tu devrais reprendre une respiration calme en 5 minutes, ça devrait le faire. Pour repartir sur le vélo relativement clair au niveau du système respiratoire. Mais bon, tu as un petit peu de stress, tu dois te changer, tu dois mettre les chaussures, etc. Donc, c'est un petit peu de stress. Versus un boxeur, tu vois, qui a 1 minute. C'est pas pareil. Donc, on va donner des patterns de respiration qui vont être différents. Voilà. Ok, et après, c'est super intéressant parce que ça permet, là, avec ce que tu as donné, à tous les triathlètes qui écoutent de se faire des petits. En plus, surtout que 30 secondes, franchement, c'est vraiment pas long. Sur 5 minutes, tu as 30 secondes, hop là, tu te poses, t'évacues tout, et puis après, bah, tu commences à te changer, et après, tu es parti direct sur le vélo, et puis tu pas perdu de temps, en fait. 30 secondes sur 12 heures, c'est ça. Ça fait si vous avez ce luxe, non mais c'est clair, si vous avez ce luxe à vous octroyer, prenez les 30 secondes là pour expulser le CO2 qui s'est accumulé en vous, reprendre une respiration calme, et après, après on repart sur la transition. Ouais. Et parce que aussi, autre question plutôt sur tout ce qui est accessoire, parce qu'on a parlé du sommeil, on a parlé de l'entraînement et tout, il y a tous des outils à acheter ou à ne pas acheter pour suivre sa performance. On parle souvent de chaussures carbone ultra chères, de montres connectées aussi ultra chères, pour traquer son sommeil. Souvent, avec la montre, tu peux, avec des bagues, tu peux aussi. Tu vois, on peut suivre toutes ces métriques-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses de suivre toutes ces métriques-là? Est-ce qu'il n'y a pas une limite au bout d'un moment si on est toujours collé à ces mesures-là et qu'on ne s'écoute pas forcément? Ouais. C'est difficile de lutter contre le mastodonte marketing qui est sans cesse en train de nous faire croire qu'on a besoin de certaines choses. C'est difficile. Il y a le syndrome de l'objet brillant. Tu vois, il y a un objet qui brille, on le veut tous. Et la nouvelle montre, le nouveau truc. Alors, je ne vais que vous partager, encore une fois, ce que me disent certains champions. J'ai eu la chance de rencontrer, et je m'en suis vraiment fait une connaissance, j'espère que ça deviendra un ami proche, parce que je trouve génial ce type-là, Thomas Fry, qui est notre champion en Aerox, qui est une machine. C'est clair, c'est une machine. Bon. Le type, il a commencé le sport tard, après ses études. C'est pas comme s'il avait commencé le sport à 5 ans, tu vois. Il a commencé après ses études. Donc il avait déjà la vingtaine, voire plus, je crois. Et le gars, il a tout noté. Toutes ces séances. Il dit, je suis à la séance 5422. Il a tout noté. Il a fait plein d'erreurs. Il dit, mais voilà, je me suis cramé parfois, etc. Mais il a été discipliné à tout noter. À part son cardio-fréquence-mètre qu'il a autour du truc, il n'a pas de montre connectée qui analyse son sommeil, etc. Non, ça c'est clair. Un autre exemple dans le Aerox, c'est Geoffroy. Pareil, ça a été longtemps le meilleur français. Il dit, mais moi j'ai ma montre Décathlon à 10 balles, et c'est tout. Enfin, eux, ils vont être en fait hyper pointilleux à connaître leur temps de passage, leur temps en kilomètres, leur temps qu'ils se connaissent, tu vois, ils se connaissent super bien. C'est ça les métriques sur lesquelles ils vont insister. Par contre,
connaître la profondeur du sommeil et le machin et le truc, et puis toutes les datas, etc., ils le font pas. Et si tu regardes les champions, les grands champions, ceux qui devraient nous inspirer au quotidien, les Kevin Mayer, alors j'ai eu la chance de côtoyer Jérôme Simian, qui était son entraîneur, tous ces gens-là, mais ils les ont pas, ces gadgets. Ils ne les ont pas. Hein. Ce qu'ils ont, c'est une force de travail. C'est tout, en fait. Et une discipline, une force de travail. Donc, soit nous, monsieur et madame tout le monde, parce que vraiment, je me mets dans le sac de monsieur et madame tout le monde, hein, clairement. Soit on tombe dans le panneau des vendeurs de tapis, des marchands du temple, qu'il faudrait dégager du temple, parce qu'un temple, c'est sacré. Soit on tombe dans leur panneau et on continue d'acheter leurs gadgets, soit on se dit non, en fait, on se David Goggins un petit peu, et on se dit, let's go. En fait, il n'y a que le travail qui paye. Il faut arrêter de réfléchir sur quelles sont les dernières chaussures à acheter. Parce que ces questions-là, c'est ce que me disait Thomas. Hein. Évidemment, la question est venue, on faisait un atelier donc, dans la salle de CrossFit de GoWood. Moi, je faisais la respiration, etc. Et Thomas, il transmettait ce qu'il avait à transmettre pour le Hyrox. Et une question par un des élèves qui lui dit les chaussures carbone. Est-ce que c'est bien, etc. Machin. Il dit c'est intéressant à partir du moment où vous courez durant le Hyrox. Vous courez à 15 km/h. Donc, laisse tomber. Courir à un Hyrox qui est déjà un niveau d'intensité énorme à 15 km/h, ça voudrait dire que tu peux courir déjà un semi-marathon à 15 km/h. Oui. En moyenne. Ce qui est, pour moi, inenvisageable. Déjà, courir un 10 km à 15 km/h, déjà, il faut que je me sorte les doigts, très clairement. Mais alors, voilà. Donc, en fait, ça ne concerne personne. C'est des objets qui sont là pour les champions, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, les accessoires, c'est intéressant, comme la montre connectée, les chaussures carbone. Moi, je te prends le vélo, je te prends l'exemple du triathlon. Les vélos de contre-la-montre. Tu vois, c'est des vélos qui coûtent 10 000 balles. Donc, t'es amateur, tu fais ton Ironman en 12 heures, même si tu fais en 10 heures, tu vois, qu'est-ce que tu vas aller mettre le prix d'une voiture dans un vélo? Moi, tu vois, j'ai acheté mon vélo 600 € sur le Bon Coin. J'ai fini mon Ironman en un peu moins de 14 heures. Tu vois, ça suffit amplement. Et en fait, c'est ça, il faut toujours remettre en perspective avec ton contexte à toi et ce que tu veux faire. Si tu veux devenir athlète pro, bah oui, va t'acheter ton vélo à 10 000 €. Mais bien sûr. Achète-toi tes montres, achète-toi tout ce que tu veux pour réaliser ton rêve. Mais si tu es amateur comme moi, comme toi, tu vois, ça sert à rien de mettre des milliers des cents dans des gadgets alors qu'en fait, le seul vrai gain de performance que tu auras, c'est en t'entraînant. Mais c'est clair. Donc, non, mais bien sûr. C'est pas facile parce qu'on nous martèle tous les jours hein, par les pubs et par etc. Et après par les collabs. Donc après, tu vois les champions qui collabent. Donc tu dis merde, si lui il le fait, je vais le faire, etc. Mais vous savez, dans la vraie vie, ces champions-là, ils vont les utiliser de temps en temps, leurs gadgets. Hein, mais c'est pas ça. Hein, c'est pas ça qui les a rendus champions. Ouais, parce que moi, tu vois, par exemple, moi j'ai acheté une montre connectée, mais j'ai fait tout le début de la prépa juste avec la montre Decathlon et le cardio-fréquence-mètre. Et j'ai commencé à acheter une montre parce qu'en fait, je pouvais pas compter mes longueurs et ma distance à la piscine. Et du coup, je savais pas combien de temps j'avais fait à la fin. Donc, j'ai acheté ça. J'ai mis un peu cher pour acheter ça, tu vois. Je sais pas si j'aurais dû, mais bon, je l'ai acheté, je l'ai fait. Tu vois, c'est vraiment juste pour ça. Sinon, en fait, je fais tout. Par exemple, je te prends aussi l'exemple des chaussures. J'ai fait mon Ironman en 5 finger. Tu vois? Et alors que, par exemple, moi, j'ai un de mes meilleurs potes, il court que en chaussures carbone, il jure que par les chaussures carbone, tout. Et en fait, tu peux très bien en chaussures minimalistes, des trucs comme ça, en fait, si tu t'es adapté, faire moi, je trouve ça exceptionnel, tu vois, de pouvoir faire des Ironman en 5 finger. Je me serais jamais dit que. Et puis, si tu écoutes les discours marketing, tu te dis pas que tu peux faire un Ironman en 5 finger. Hein, et que si t'as pas au moins 25 cm de drop, tu peux pas courir. Oui, d'accord. Non, mais c'est clair. Hein, tu t'y es adapté et je pense que l'être humain, de toute façon, a été constitué pour courir pieds nus, hein, de base. C'est juste qu'on a été désadapté par rapport à ça. Ouais, carrément. Bon, on se fait un dernier point, une dernière petite question sur
On a parlé entraînement, sommeil, tout ça, super intéressant, j'adore. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est fixation d'objectifs. Parce que quand tu te lances dans un projet comme faire un Ironman, faire un marathon, faire un Irox, tous les trucs comme ça, tu es obligé de te fixer des objectifs, l'objectif que tu vas atteindre, et aussi après de mettre en place un plan et de te tenir à tout ça pour arriver à cet objectif-là. Et donc ma question, c'est comment tu fais pour te fixer un objectif qui est atteignable et que tu peux réussir, que tu vas pas abandonner au bout de 2 semaines, parce que par exemple nous pour l'Ironman, on s'est fait un objectif à 1 an. Du coup 1 an de prépa pour arriver à un Ironman, tu vois, donc c'est long, donc il faut quand même que l'entraînement soit calibré, que tu aies vraiment un vrai objectif et que tu aies envie d'y tenir. Donc toi, comment on s'en fixe un, comment on s'y tient, etc. Ouais. On va prendre ton exemple. Toi, tu m'as dit, déjà, là, tu fais quel poids? 88. 88. Tu faisais 100 kilos à l'époque, avant de le faire. Quand tu t'es fixé cet objectif d'Ironman, qu'est-ce que ça te faisait en toi d'y penser? À chaque fois, moi, je me visualisais passer la ligne d'arrivée. Et tu vois, en fait, je me suis lancé le défi parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube de Bazinga, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Et de Bazinga qui avait fait son Ironman. Et tu vois, ça m'avait inspiré. Et en fait, tu vois, je voulais être comme ce mec, en fait. Et en fait, moi, c'est ça que ça me... En fait, tu as tout dit. Ouais. Dans le cours sur la science des objectifs du centre de l'Hormèse que tu as suivi, on décrit les objectifs en essayant d'y apporter en fait toutes les connaissances qu'on a en sciences cognitives actuelles. Hein, et il y a eu beaucoup de recherches ces dernières décennies. Donc on étudie les structures du cerveau, comment ça fonctionne, selon le temps. Donc il faut des objectifs de court, moyen, long terme, des objectifs de résultats, des objectifs de moyens, etc. Et vis-à-vis d'un objectif à long terme, on dit il faut qu'il soit difficile mais atteignable. Ok, soit difficile mais atteignable. Mais qu'est-ce que ça veut dire difficile? Parce que pour un objectif dans 1 an, dans 3 ans, voire 5 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Toi, tu as perdu plus de 12 kilos et tu as couru un Ironman. Comme on l'a dit au début de l'interview, quand on perd du poids, le regard dans la glace change. On devient quelqu'un d'autre. En fait, pour vraiment que ce soit un véritable objectif à long terme, il faut que ce soit comme un rêve. Il faut que ce soit comme un rêve, c'est-à-dire un truc si loin de vous que pour l'atteindre, vous devez changer qui vous êtes. C'est-à-dire devenir une nouvelle personne. Parce que si tu vises une version 1.5 de toi, ça ne va pas le faire. Tu ne changeras pas vraiment, en fait. Tu vas embarquer qui tu étais, tu vas embarquer le passé avec toi et tu vas essayer de juste un petit peu le moduler pour donner un résultat un peu approximatif, mais en fait, tu ne seras pas fier de toi. Et tu seras toujours plus ou moins le même, en fait. Donc, pour faire ça, pour changer véritablement et que l'objectif soit transformateur, il faut viser les étoiles. Il faut viser le x20. Si tu prends un objectif financier, tu vois, la personne, elle gagne tout juste un SMIC, elle dit, mais je veux changer cette condition-là, je veux arrêter que l'argent soit un problème, une angoisse pour moi, je veux être vraiment libre financièrement. Il ne faut pas qu'elle se dise, je veux plus gagner 1 500 €, je veux gagner 2 000. Parce que si je gagne 2 000, ben voilà, je gagne des sous et puis j'ai plus de problème d'argent. Non, il faut qu'elle se dise, il me faut 15 000, 20 000 € par mois. Parce que quand tu te dis il faut 15 000, 20 000 € par mois, on change d'endroit, on change de lieu. Voilà. C'est une autre histoire. Il faut embrayer sur d'autres leviers. Il faut devenir entrepreneur, il faut lancer une marque, il faut faire quelque chose de grand. Si tu vises le 1,5 fois, tu es mort. Si tu vises le x20, comme toi, c'est-à-dire tu es parti de je suis en surpoids, je vais pas faire un 5 km demain, tu sais, les 5 km du village où c'est pour la bonne cause. Non. Je vais même pas faire un marathon. Non. Je vais faire un Ironman. Et je vais pas le faire dans une semaine, je vais le faire dans 1 an. Et ça, quand tu y pensais, ça devait te donner des papillons dans le ventre, en fait. Ça devait être des étoiles dans les yeux. Donc, un vrai objectif à long terme, c'est un truc qui te donne des étoiles dans les yeux. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est un rêve. Donc, ayez un rêve. Comme quand on était petit.
Quand on était petit, tu dis, je vais devenir, quand je serai plus grand, je vais devenir astronaute, tu vois. C'est ça, en fait, l'objectif. On nous a appris à ne plus rêver. On nous a enlevé l'émerveillement de nos jours. Par l'école et le formatage. Non, rêve pas trop, hein, parce que c'est dur. Hein. Non, c'est pas pour tout le monde. Non, tu vois, on nous a cassé. Non, il faut avoir des rêves. Il faut poursuivre ces rêves. Mordicus. Peu importe les candidatons, les gens disent t'es sûr, tous les gens qui vont essayer de te tirer vers le bas, il faut les dégager. Les rêves, c'est plus important. Donc, on se fixe un rêve et après, on fait un rétro-planning. C'est-à-dire, le rêve, il est dans 1 an. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ce rêve? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre Ironman? Il faut que je fasse tac. Plein de sous-objectifs. Et donc, il faut un objectif à long terme. C'est dans 1 an, je fais un Ironman. Des objectifs à moyen terme, c'est-à-dire par trimestre. Par trimestre, il faudra que je fasse tant de kilomètres. Il faudra que j'ai couru un marathon. Il faudra que j'ai pu nager 5 kilomètres. Enfin, je sais pas. On se fixe des objectifs en mars, en juillet et en octobre à atteindre. Puis des objectifs à court terme, chaque semaine. Chaque semaine, j'ai un objectif de kilomètres à faire en course et à vélo. On a les 3 temps. Ensuite, il faut des objectifs de moyens et de résultats. L'objectif de résultat, c'est je vais faire un Ironman l'année prochaine. Objectif de résultat, ça veut dire que c'est oui ou c'est non. Résultat, oui ou non, j'ai atteint ou pas, je l'ai fait ou pas. Objectif de moyens, c'est les moyens à mettre en place pour atteindre l'objectif de résultat. C'est-à-dire, pour atteindre cet objectif de résultat, je dois améliorer ma technique de vélo, je dois améliorer ma technique de nage, je vais prendre des cours de natation. Et en fait, les objectifs de moyens, ça va te permettre de sentir la progression, le sentiment de progression tout au long de l'année. Et ça va faire que même si, en fait, le jour de l'Ironman, tu te blesses. En fait, finalement, tu ne peux pas participer à l'Ironman. C'est pas trop grave. Tu seras déçu, c'est clair. Mais tu vas te dire, ouais, mais quand je regarde en arrière, j'ai fait plein de choses. J'ai appris à nager. En fait, ça va, c'est OK. Je suis triste de ne pas le faire, mais il y a un Ironman dans 2 mois, je vais m'inscrire à l'autre. Tiens. Sinon, si j'ai que l'objectif de résultat et que ça se casse la gueule, je vais être vachement déçu. Donc, moyen, résultat, et sur les 3 temps, et il faut que l'objectif à long terme, ce soit véritablement un rêve galvanisant et transformateur. Voilà. Ouais, parce que... Mais est-ce que ça suffit de juste avoir le rêve, tu vois, parce que moi, j'ai aussi le rêve de devenir champion Ironman, tu vois. Tout le monde rêve d'être champion de quelque chose, champion d'Iroc, champion de... Tu vois. Est-ce que ça suffit de vouloir faire quelque chose? Tu vois, est-ce que ça suffit d'avoir la pensée positive ou... Non, clairement pas. C'est justement ce qu'on disait. Une fois que tu as fixé la chose, il faut que ce soit clair. Il faut qu'elle soit claire. OK. Par exemple, tu me dis, je veux devenir champion d'Ironman. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux gagner l'Ironman de Hawaï, le championnat du monde? Ou ça veut dire que tu veux être dans le top 3 des Français? Vraiment, il faut que ce soit clair. OK, je veux être dans le top 3 des Français. OK, c'est quoi leur perf? C'est quoi la mienne? OK, je vois le gap. Combien de temps je me fixe? Je me fixe 5 ans. OK, bien. Comment je vais faire? Objectif de moyens. Je vais engager un entraîneur de classe mondiale. OK. Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier, etc. Et en fait, tu dois faire tout le rétro-planning, mais en conséquence de ce rêve. Le rêve ne suffit pas. Il faut après être pragmatique, discipliné, comme on a dit, mettre de la quantité dans la qualité, c'est-à-dire tout documenter, être réglo au niveau de la nutrition et des entraînements. Et si tu mets tout en place, si vraiment tu fais de ton mieux, c'est-à-dire si tu fais toutes les choses que tu sais que tu dois faire, en fait, dans 5 ans, même si tu n'es pas dans les 3 premiers Français, tu seras tellement devenu un monstre, mentalement, physiquement, etc., que c'est pas trop grave. Ce sera pas trop grave si tu ne seras pas dans les 3 premiers Français. Parce que tu te seras tellement découvert de l'intérieur, tellement transcendé, tellement tu auras eu des nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes humaines. Tu auras rencontré des gens, tu auras fait des connexions, tu auras fait des trucs qui n'ont plus de valeur de nos jours. Parce qu'on cherche le hack, tu sais, le shortcut, le raccourci de nos jours. Mais le fait de prendre la voie la plus dure, celle de l'effort, ça vous rend tellement supérieur aux autres de nos jours. Tellement. Que pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, fixe-toi un rêve comme ça. Dans 5 ans, je suis dans le top 3 français. Mets tout en place. Et vas-y à 100%. Et sois un acharné, un geek. Tiens, c'est les meilleurs, les geeks. Les geeks, c'est des fous furieux. Ils lâchent pas l'affaire. Ils ne pensent que à leur
trucs toute la journée, tu vois. Et ça devient les meilleurs dans leur domaine. Donc, il faut être un geek, en gros. Ouais, parce qu'en fait, même si en vrai, t'atteins pas ton objectif, même si j'avais pas fini mon Ironman ou quoi, c'est parce qu'il peut se passer tellement de trucs le jour de la course qu'en fait, t'es même pas sûr d'y arriver, tu vois. Oui, c'est clair. Et le fait d'avoir fait tout le chemin avant, en fait, c'est ça qui t'a construit, en fait, que tu fasses l'Ironman ou pas, en fait, ça changera rien. Parce que tu auras fait tout le chemin avant et c'est ça qui t'aura changé. Donc, en Exactement. fait, et c'est ça qui est exceptionnel dans une aventure comme ça. C'est Mm. pour ça que j'invite beaucoup de monde à faire un Ironman ou à se lancer des défis comme ça pour faire ça. Parce qu'en fait, déjà, tout le monde peut le faire et puis ça change ta vie. Ça Ouais, change ta vie. Même juste aller courir un 10 km. Hein. mais c'est clair. Mais c'est les défis qu'on se lance, c'est pas des distractions de la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est pas des distractions de la vie quotidienne, tu vois. La vraie vie, c'est pas le travail et des trucs comme ça. La vraie vie, c'est le défi, en fait. C'est justement le reste qui nous éloigne de la vraie vie. Quand tu commences à te mettre un challenge comme ça, c'est ce que faisait l'être humain avant. C'est-à-dire, on va construire un château. On va construire une cathédrale. Et en fait, on va mourir avant la fin de la cathédrale. C'est avant, ça me prenait du temps de construire les choses. Les gens, ils plantaient des arbres pour les générations futures. C'était ça le défi. Je vais planter une forêt. Je verrai même pas les arbres pousser. Je vais mourir avant, mais c'est pas grave. Tu vois, je vais laisser un héritage. Ça, cette relation à nous et au temps, on l'a perdu. On nous fait croire que la vraie vie, c'est tous les jours trimé dans un geste répétitif à l'usine. Tu te rends compte? Donc, lancez-vous des défis, parce que quand vous allez vous lancer un défi fou, poursuivre un rêve, vous allez vraiment vivre. Il n'y a pas de valeur supérieure à ça. Ouais. Bon, bah, on a super bien fini le podcast. Là, je pense qu'on pouvait pas mieux finir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des livres, des vidéos, des trucs à conseiller à l'audience? Ouais, carrément. Et ben, pour me retrouver, donc c'est ormes.com, le site internet du centre. Vérisme TV, c'est pour YouTube. Pierre Dufraisse, hein, mon nom, vous tapez. Les livres, vous les trouverez aux éditions Très Daniel. Il y a le guide de l'Hormèse, et puis sinon les livres sur ormes.com qui sont en autopublication. Il y en a qui vont prochainement sortir encore, et puis voilà. Hein, vous me trouverez dans les podcasts de l'antifragilité aussi, à droite et à gauche. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des livres, des choses à conseiller peut-être à l'audience? Alors, dans différents domaines, pour la préparation physique, moi j'aime les grands classiques. J'aime Didier Reis, la Bible de la prépa physique, par exemple. Ok. Voilà. Déjà, on peut commencer par ça. C'est très très bien pour comprendre comment fonctionne la biomécanique, etc. Si on veut pousser un peu plus loin, Franz Bosch, coordination et force. Ok. Et puis des livres. C'est un livre de philosophie, de développement personnel. Ouais, philo, moi ce sera éternellement les stoïciens qui m'impactent le plus. Donc Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, Franceschi. On peut lire Montaigne, hein, qui est un héritier aussi des stoïciens. Voilà. Pour tout ce qui est épistémologie et sciences, on peut lire du David Elbaz, on peut lire évidemment du Taleb, on peut lire du Mandelbrot, on peut lire plein de choses. Ouais. Et là, quand ils auront lu ça, ce sera déjà pas mal. Oui, voilà. On va dire que ça sera pas mal. Mais ouais. Continuer à se documenter là, sur tout ce qu'a découvert l'être humain, c'est passionnant. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, encore un grand merci. Merci Pierre. à toi, mec. C'était vraiment un grand plaisir, comme d'habitude, de t'écouter. Donc, allez, salut tout le monde. Salut. Hop là.